Ma famille a tenté de me tuer. Ils m'accusaient de manigancer avec le diable, etc. J'ai subi beaucoup d'exorcismes. La famille a commencé à s'apercevoir que je suis pas le caractéristique d'un hétéro. En fait, je suis pansexuel. Donc dans le clan, il n'y avait pas ça. J'ai fait une tentative de suicide. Salut les amis, on est dans Easy Talk et je suis au refuge. Le refuge, c'est un endroit qui accueille les jeunes personnes de la communauté LGBTQA+, qui sont en danger. Aujourd'hui, je suis avec Jackson. Salut Jackson. Salut. Aujourd'hui, tu vas nous raconter ton parcours. Tu as 18 ans, tu viens d'une communauté nomade et tu as vécu malheureusement beaucoup de violences et notamment des thérapies de conversion. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es arrivé ici? Je suis arrivée ici suite à presque 6 mois d'hôpital. J'étais arrivée à l'hôpital le 21 janvier et je suis arrivée au refuge le 2 juin. Ma famille est extrêmement religieuse, protestante, mais poussée à l'extrême. Ma famille, c'est un clan et ils sont très renfermés vis-à-vis au monde extérieur. Donc ils ont gardé des coutumes moyenâgeuses, des traditions moyenâgeuses. Dans leurs pratiques, ils sont assez violents et dans leurs démonstrations aussi, ils sont assez violents. Je venais de faire mon coming out. Je m'intéressais à d'autres choses comme l'art, l'écriture, etc. Et on va dire que mon expression de l'art ne les plaisait pas tellement. Ils m'accusaient de manigancer avec le diable, etc. Plus la rumeur s'est répandue, plus ils prenaient peur de moi et à ce moment-là, ça a commencé à faire la chasse à la sorcière. Il faut savoir que pendant toute mon enfance, pour un tout et un rien, j'ai subi beaucoup d'exorcismes et de pratiques qui s'y ressemblent, pour diverses raisons, que ce soit parce que j'ai pas obéi ou parce que j'ai pas rangé telle chose. Il y avait toujours une raison pour que je subisse un exorcisme ou une violence religieuse. Et du coup, tu parlais d'exorcisme. Est-ce que tu peux expliquer en quoi ça consistait et selon eux, pourquoi est-ce que t'en avais besoin? Ça consistait à m'emmener dans une église ou tout simplement chez nous et à mettre de l'onction d'huile sur mon front et à commencer à chasser, à prier, à dire des versets, etc. Parfois c'était violent, parfois ça l'était moins. Et justement, toi, à partir de quel moment tu te rends compte ou en tout cas tu te sens différent de ta famille? Tu te dis, ben en fait, j'ai pas spécialement envie de suivre le chemin entre guillemets de la famille et je m'intéresse à d'autres choses et je vois la vie différemment. Pour être totalement honnête, dès le plus jeune âge, je savais en tout cas dire que ce qui me faisait n'était pas normal. Et c'était pas concevable pour moi de vivre d'une telle manière. J'ai appris à survivre et à me masquer et à me cacher pour pouvoir tout simplement avoir le droit d'exister. Du coup, pour être très clair, j'ai appris à garder mon silence et à observer les autres. Et c'était quoi ton lien avec le monde extérieur qui a fait que tu as quand même réussi, tu vois, à apprendre d'autres choses et à forger ton propre avis? Je lisais énormément, mais j'ai appris à mes dépens à lire et à écrire. Parce que je n'ai pas fait d'école enfant, j'ai commencé mon scolarité à 11 ans. J'étais enfermée chez moi et je n'avais pas le droit de sortir. En fait, sur les terrains des nomades, des gitans, il y a souvent des assistantes sociales qui viennent visiter si tout va bien, etc. J'ai parlé un peu discrètement à l'assistante sociale en lui expliquant un peu la situation sans donner de détails parce que je n'avais pas le droit. Je lui ai dit, je veux réellement aller à l'école, s'il vous plaît, faites quelque chose. Elle a forcé ma famille à accéder aux droits et à l'obligation scolaire. Comment tes parents ont réagi quand finalement tu as quand même demandé à l'assistante sociale d'être scolarisée et de suivre un cursus scolaire? Ma mère a plutôt bien réagi parce qu'elle me soutenait, d'une part, elle me soutenait énormément dans mes projets, donc parce que c'était plus la famille qui disait non, c'est pas bien, tu vas forcer nos enfants à aller à l'école aussi, etc. Du coup, ma famille, ils ont assez mal réagi, surtout avec ma mère. Enfin, ma mère, elle a pris assez cher à ce moment-là. Elle est quand même restée derrière moi à m'encourager pour ma scolarité, en tout cas. Même si elle comprenait pas pourquoi j'allais tous les jours à l'école et pourquoi je continuais à aller à l'école, mais elle m'encourageait quand même. Quand j'étais petit, peu importe où on allait, il y avait des livres à donner. Je ne sais pas si vous connaissez les petites boîtes dans les rues où il y a les livres à donner dedans. Donc il y avait toujours plein de trucs comme ça et je les récupérais à chaque fois et je lisais. Donc grâce au fait que je lisais beaucoup de livres vieux
et des livres après nouveaux, j'ai appris à croiser mes sources et à pouvoir me dire ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, etc. Avoir un certain discernement sur le fait de croiser mes sources. Une fois que j'ai eu accès à Internet, c'est-à-dire extrêmement tard, j'avais aussi cette manière de faire en croisant mes sources. Du coup, j'avais toujours une réponse à mes questions et j'avais toujours un moyen de trouver. J'ai commencé à aller dans des bibliothèques, à me cultiver, etc. Et c'était quoi, par exemple, les questions que tu te posais qui n'étaient pas normales, entre guillemets, pour ta famille? Au début, je me posais énormément de questions sur mon identité et pourquoi ils se comportaient comme ça et pourquoi ils agissaient comme ça. Je me suis posé des questions sur la religion, je me suis posé des questions sur... Ça, c'était assez tard parce que avec mon orientation sexuelle, en fait, je suis pansexuelle et quand j'étais très jeune, je ne connaissais pas ce terme parce que ma famille était très fermée. Et les seuls termes que je connaissais, c'était gay et lesbienne. Du coup, je pensais que c'était normal, que tout le monde était comme ça. Et je n'avais pas de notion de genre. Je suis agender. Je faisais pas la différence très forte entre un homme, une femme ou au milieu. Donc je ne savais pas du tout. Très tard, quand j'ai eu accès à Internet, j'ai réalisé que c'était pas normal donc, dans la norme sociale. À ce moment-là, j'ai commencé à me poser des questions sur qui je suis dans tout ça. Parfois, ça faisait peur à ma famille, ou parfois ils le confondaient avec un don spirituel. Et à partir de quel moment, est-ce qu'il y a peut-être un moment où tu as senti que... Enfin, où eux se sont dit que c'était trop ou que c'était plus quelque chose de positif? Et j'observais beaucoup, du coup je me conformais à ce qu'ils attendaient de moi pour pouvoir survivre au milieu de tout ça. Quand j'ai commencé à avoir mes propres goûts, mes propres couleurs, mon tout quoi, j'ai commencé à être fatiguée aussi de porter ce masque et à me cacher tout le temps. Parce que, ok, porter le masque quand on va à l'école, quand on va au travail, quand on fait ça, quand on fait une telle activité, mais le porter tout le temps, même chez soi, même quand on dort, partout, c'est épuisant et c'est extrêmement usant. Du coup, à un moment donné, tout simplement, j'ai ôté en tout cas ce masque-là qui me cachait ma personnalité. Donc d'un coup pour eux j'ai changé, d'un coup j'avais des goûts différents, d'un coup je m'intéressais plus trop à leur histoire, etc. Ils ont commencé à... J'étais plus utile non plus. Pour eux. Donc ils ont commencé un peu à me viser et à me montrer du doigt. Et c'était là, du coup, les accusations de sorcellerie dont tu as parlé. Donc ils ont commencé à m'accuser de faire de la sorcellerie à mon adolescence, mais c'était pas aussi fort qu'en dernier, parce qu'au dernier, ça m'a conduit à l'hôpital. Donc c'était pas aussi fort, c'était vraiment une sorte de persécution en quelque sorte. Qu'est-ce qui fait que tu étais en hôpital, du coup? Ma famille a tenté de me tuer. Donc je suis arrivé à l'hôpital un peu aux portes de la mort. Ok. Ça, c'est quelque chose dont tu es confortable de parler, d'expliquer comment ça s'est passé? Alors, comment ça s'est passé et pourquoi ça s'est passé? Mon grand-père et ma grand-mère sont venus à la maison. Ils ont commencé à m'accuser de plein de choses. Ils ont commencé à vouloir m'exorciser, tout simplement. À ce moment-là, je me suis enfermée, j'ai fermé la porte de ma chambre et je me suis mis un peu à l'écart. Plus le temps avançait de la soirée, plus je savais que c'était soit moi qui me tuais, soit eux qui me tuaient. Alors à ce moment-là, j'ai fait une tentative de suicide, donc voilà, médicamenteux. À un moment donné, je ne sais pas pour quelle raison, je suis sortie de la chambre et à ce moment-là, mon grand-père m'a violentée. Je pense pas qu'il s'était bien rendu compte que j'avais fait une tentative de suicide et que j'étais en train de mourir en fait devant eux. Donc ils ont continué à me violenter et à un moment donné, parce que quand j'étais dans la chambre, j'avais appelé mon compagnon. Il entendait via téléphone tout ce qui se passait. À ce moment-là, il a appelé les urgences. Je suis retournée dans ma chambre et je me suis évadée par la fenêtre. Et je suis montée dans l'ambulance et on est arrivé à Brookman. Voilà. Les raisons pour lesquelles il faisait, tu me disais que ça a commencé à partir du moment où tu voulais plus te comporter entre guillemets comme tout le monde. Et est-ce que ça a aussi été en lien avec le fait que tu fasses ton coming out et que tu parles de ton orientation sexuelle? Pour être totalement honnête, oui. Le fait que je montre une certaine attirance pour les femmes ou d'autres genres, ou le fait que je m'habille plus masculinement, que je me comporte d'une manière plus masculine, etc., ça a suscité beaucoup de violence dans ma famille. Ils avaient d'une part peur pour moi pour que je finisse en enfer, mais d'une part ils avaient un peu peur que je les contamine. Ça devait pas être dans le clan. Donc dans le clan, il n'y avait pas ça.
Quand j'étais petit, il me montrait souvent des vidéos de gens qui se faisaient torturer, donc qui se faisaient persécuter, qui se faisaient humilier à cause de leur orientation sexuelle, à cause de leur transidentité, parce que dans le clan, c'était pas permis. Du coup, ce qu'ils faisaient, c'est qu'aux jeunes enfants, ils montraient ces vidéos de torture volontairement pour leur faire peur, pour pas qu'ils reproduisent la même chose. Tu as vécu donc, ce qu'ils appelaient des exorcismes, etc. Tu as quand même fini par faire ton coming out après ça, le dire. Oui, en fait, à un certain moment, j'en avais marre de tout, en fait. Ma première tentative de suicide, je l'ai fait à l'âge de 7 ans. Depuis, je suis en dépression chronique, donc je passe pas plus de 2 mois sans une dépression. Et en fait, comment j'ai fait mon coming out? Alors, un soir, avec ma mère, on débattait sur les droits des femmes, sur les droits homosexuels, etc. Et en fait, sans faire exprès, j'ai vraiment pas fait exprès ce coup-là, c'est que j'ai d'abord sous-entendu que j'étais pansexuelle, puis je l'ai dit sans faire exprès, donc c'est sorti tout seul. Donc j'ai eu extrêmement peur, enfin j'étais terrorisée, j'étais là en mode j'ai pas fait exprès. C'était juste avec ta maman là? Oui, c'était juste avec ma maman, et en fait, elle m'a dit tout simplement non. Et elle m'a pris dans ses bras, elle m'a dit non, tu n'es pas comme ça, tu ne seras jamais comme ça, c'est qu'une phase, etc. Enfin voilà, le discours habituel. Et j'ai vu ma vie défiler devant mes yeux, du coup j'ai laissé comme ça. Au fur et à mesure que le temps passait, ma mère, cette phrase, elle l'avait pas oubliée. Enfin, ma grand-mère a commencé à s'apercevoir, mon grand-père, etc. La famille, elle a commencé à s'apercevoir que je suis pas le caractéristique d'un hétéro. À ce moment-là, ils ont commencé à d'abord m'emmener en douce chez l'exorciste, sans me parler de ça, commencer à me convertir tout doucement, à me réciter des versets, à me forcer à les dire, etc. Et là, ça partait en discours de 2 heures, 3 heures, 4 heures. Et en fait, à un moment donné, ils ont complètement craqué et ils m'ont accusé de sorcellerie. Et là, c'est parti en chasse à la sorcière officielle. Donc, parce qu'avant, ils avaient des soupçons de sorcellerie, mais là, c'était la goutte de trop. Donc, à ce moment-là, c'était vraiment violence sur violence. Donc, il n'y avait plus de tact, il n'y avait plus de mots doux, etc. C'était violence sur violence. Et justement, quand on vit tout ça et qu'on se fait répéter à longueur de journée que c'est pas normal comme on est, comment est-ce qu'on se construit? Comment est-ce qu'on se construit une estime de soi C'est une lutte, c'est une vraie lutte. On est extrêmement seul. Et quand on est seul, qu'est-ce qui arrive? On se retrouve face à soi-même. La seule personne sur laquelle j'ai toujours pu compter et qui n'a jamais disparu ou me laissé un lapin, c'est moi-même. Donc, en fait, même si ma famille m'a appris à être extrêmement dure envers moi-même, j'ai pris une certaine compassion pour moi-même. Et j'ai commencé à me poser les bonnes questions. Quel est mon rêve? Pourquoi je lutte encore? Pourquoi je survis? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal ce qui m'arrive. Qui suis-je dans tout ça? Donc j'ai fait mon possible pour pas me perdre dans tout ça. Comment est-ce que, dans un environnement comme ça, tu réussis quand même à explorer ta sexualité, les relations avec les autres? Comment est-ce que tu as réussi à... Donc je fais du cosplay et je suis dans l'art, dans l'expression artistique. En fait, ça me permettait de vivre à travers un personnage. Donc ça m'aidait énormément. Pour moi, j'ai trouvé une sorte de thérapie à faire ça. Et à travers ça, on crée des liens. J'ai rencontré comme ça donc, mon ex-compagnon. On a commencé à se voir en cachette. Je le faisais venir par la fenêtre de ma chambre. On vivait notre histoire. On avait notre petite bulle à travers tout ce chaos. On a vécu... 1 an et demi de relations communes. En même temps, je suis arrivée à l'hôpital. Donc à l'hôpital, ils ont décidé de me garder en mise en protection de la famille. Tout début, quand je suis arrivée à l'hôpital, ma mère avait insisté pour que je la revoie. Et quand je suis arrivée chez elle, elle m'a enfermée. Et il y a eu 4 mecs baraqués qui sont débarqués. Il y en avait 2 qui me tenaient, il y en avait un qui avait une Bible et j'ai deviné ce qui allait se passer. Donc je me suis débattue de toutes mes forces. Ce jour-là, j'étais vraiment... Voilà. Sur ma porte, j'avais collé des stickers. Ils n'étaient plus là. Il y avait juste une croix en huile sur la porte. Et j'ai compris que
Là, c'était... C'était mes derniers instants, quoi. J'ai fait mon possible pour me débattre. Quand j'ai enfin réussi à avoir assez d'espace entre eux et moi pour pouvoir prendre mon téléphone et appeler la police, j'ai appelé la police. Ils sont arrivés assez rapidement. À ce moment-là, la police a forcé ma mère à ouvrir la porte de la chambre. Quand j'ai vu qu'il n'y avait plus rien dans ma chambre, j'ai demandé à ma mère où sont mes affaires et elle m'a clairement dit qu'elle les a jetées et brûlées. Donc à ce moment-là, je savais qu'en fait, ils avaient effacé mon existence. Pour être totalement honnête, je suis tombée par terre, je me suis effondrée, j'ai crisé. C'est comme si on m'avait arraché le cœur, j'aurais préféré qu'on me tue à ce moment-là. Parce que j'avais perdu toute ma vie. En plus, je suis sujet à des amnésies fréquentes et constante que j'aurai sans doute toute ma vie. Donc les souvenirs sont encore plus importants pour moi. Là, j'étais KO et ensuite on m'a ramenée à l'hôpital, donc la police m'a ramenée à l'hôpital. Je suis pas sortie de la chambre pendant 3 jours, voilà. Mais j'ai décidé de ne pas porter plainte parce que c'est pas facile. Parce que même s'ils ont fait les pires abominations possibles, ça reste ma famille. C'est pas que tu as vécu quelque chose de mal et que tu as vécu autant de choses que c'est facile pour autant de trahir la seule famille que tu as. Je me suis juste concentrée encore une fois sur mon objectif en disant « Attends, dans quelques mois j'atteins mes 18 ans, c'est-à-dire que je suis libre juridiquement d'eux, donc je peux m'en sortir. Je peux tenir encore quelques mois. » Donc tu te dis que toute cette souffrance, elle n'a pas pu servir à rien. Elle doit servir à quelque chose. Du coup, ces quelques mois sont passés, j'ai été transférée dans un autre hôpital. Je suis sortie du silence, c'est ce qui m'a énormément aidée. J'ai parlé, je me suis confiée, j'ai libéré tout ça, j'ai pleuré, j'ai fait des cris. Ils ne savaient plus quel médicament me donner pour me stabiliser parce que j'étais au plus bas. Donc une fois arrivée à mes 18 ans, j'étais très seule. Et je savais ce qui m'attendait à mes 18 ans, c'est-à-dire les démarches administratives, dans le monde nouveau où je n'y connaissais rien au final. Parce que je n'ai pas grandi dedans. On m'a parlé de centre de jour, on m'a parlé du refuge. Du coup, quelques jours après, j'ai fait ma préadmission et je suis arrivée ici. Ce qui a été une énorme libération pour moi parce que dans ces presque 6 mois d'hospitalisation, en fait, je me sentais bloquée, j'avais pas l'impression d'avancer, parce que dans les murs de l'hôpital, déjà t'as pas la notion du temps, et ensuite t'as pas l'impression d'avancer, t'as pas l'impression que les choses bougent. Quand je suis arrivée ici, j'ai enfin vu le bout du tunnel. Donc si je suis arrivée ici parmi toutes ces années, je peux arriver plus loin. Donc c'est ce qui m'a motivée. Et comment se passe le quotidien ici? C'est quoi ouais, ça fait combien de temps? Comment tu vis ici? Qu'est-ce qui a changé? Enfin, tu vois, tu parles de libération, etc. Comment ça se concrétise dans ta vie maintenant? En fait, au début, je réalisais pas trop. La première chose que je me suis dit, c'est « Waouh, c'est vachement silencieux !» J'ai réalisé peu à peu les choses qui se passaient en fait. J'ai réalisé que je pouvais manger en paix, que je pouvais boire en paix, que je pouvais aller prendre ma douche en paix, quand je voulais, que je pouvais dormir, enfin... Mais est-ce qu'il y a d'autres choses que le fait d'être ici au refuge t'ont apporté dans ta vie? Rire. Ça, c'est quelque chose qui me pèse encore à l'heure d'aujourd'hui, c'est rire. Okay. C'est parce que, enfin, dans ma famille, si je riais, mon grand-père venait secouer la caravane et il venait nous engueuler. Donc j'avais pas le droit de rire. Et à l'heure d'aujourd'hui, le fait que je peux rire et qu'aussi j'ai des raisons de rire, ça allège un poids. Et en fait, j'ai réalisé peu à peu les choses qui se passaient. Quand j'ai vraiment réalisé, c'était au moment où en fait j'avais bloqué ma mère. C'est cet acte-là qui t'a fait vraiment te rendre compte, tu t'es dit que t'étais vraiment partie? Oui, oui. C'est vraiment le fait de... Quand j'ai bloqué ma mère, mon esprit, en fait, il était là en mode... Elle va pas venir toquer à la porte. Et t'es plus du tout en contact avec ta famille, c'est tout à fait... Avec ma mère, ça peut m'arriver d'être toujours en contact avec elle parce que je dois avouer que c'est encore dur. Et qu'à l'heure d'aujourd'hui, ma mère a compris énormément de choses et s'est coupée aussi d'une certaine emprise de sa famille. Du coup, à l'heure d'aujourd'hui, ma mère fait beaucoup plus d'efforts pour me comprendre et tolérer, même si elle n'accepte pas, tolérer ce que je suis et qui je suis.
En général, quand on fait son coming out, peu importe la famille dans laquelle on a grandi, ce qu'on a le plus peur, c'est de perdre justement sa famille. Donc, sachant qu'après une période de deuil, parce que ma mère, elle l'a vécu comme un deuil, donc parce qu'elle a perdu sa fille, en quelque sorte, donc sa fille qu'elle n'a jamais eue, mais elle a perdu sa fille, elle a quand même tourné la tête un peu vers son fils. Ça a pris énormément de temps, mais il y a de l'espoir parce que parfois, après un deuil, on peut recréer des liens. Mais ici, c'est un passage temporaire, du coup, au refuge. Et comment est-ce que tu vas faire ou comment tu comptes faire quand, justement, le cadre du refuge sera un peu moins présent? Cette sécurité, entre guillemets, que j'ai là tout de suite, c'est temporaire, mais ça me prépare. Donc, c'est un entraînement pour que je fasse plus facilement le reste. Je vais pouvoir continuer mes études, déjà. À l'heure d'aujourd'hui, me lever le matin et aller en cours, c'est très dur pour moi. Mais aujourd'hui, j'ai des aides et je ne suis pas seule. Qu'est-ce que tu dirais à un ou une jeune qui a subi ou subit les choses que tu as vécues pour justement garder espoir et quels conseils tu pourrais donner? Déjà, je lui dirais de surtout pas s'arrêter. Surtout pas s'arrêter. Ce que je lui dirais ensuite, c'est de trouver assez de courage pour sortir du silence, même si je sais que c'est pas du tout simple. Et qu'avec tout ce qu'on nous a persuadé toute notre vie, c'est pas du tout simple. Voilà les 2 premières choses que je lui dirais. Ensuite, je lui dirais de construire un futur dans sa tête pour atteindre cet objectif et pour pouvoir tenir bon encore. Merci.